de terrain aujourd'hui à Moura du ministre-colonel-major Ismaël Ouagué de la Réconciliation et du ministre délégué Oumarou Diarra de l'Action humanitaire. Visite de soutien, de solidarité du gouvernement, du président de la transition et du peuple malien tout entier aux populations de la dite localité. Élevage de lapins, amour pour les lapins, Sidi Mokhtar Wologem est promoteur de la structure Mali Zonzani. L'argent de la vente des lapins l'aide à faire face à ses frais de scolarité. Le parcours du jeune entrepreneur de 23 ans dans ce journal. Casser des pierres, en faire du gravier, c'est le quotidien des femmes de la commune rurale de Médine, située à 15 km de Caille. L'activité est devenue leur gagne-pain. Grand format de ce journal signé Kansoutou Kanouté depuis Caille. Samedi 9 avril, voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. 2 membres du gouvernement étaient aujourd'hui à Moura. Il s'agissait d'apporter le soutien des autorités de la transition, mais également rassurer les populations que le gouvernement est à leur côté pour leur propre sécurité. Le récit de nos envoyés spéciaux à Moura, Tamsi Diabaté et Aruna Diarra au cours de ce journal cause ils viennent juste de regagner Bamako. En attendant, nous allons vous parler de ce lancement officiel de la foire halal. C'est au Centre international de conférence de Bamako. C'est une initiative de la Fondation Halal qui vise à mettre à la disposition des Maliens en cette période de Ramadan des produits divers à des tarifs promotionnels. Le président du Haut Conseil islamique et d'autres personnalités, en l'occurrence le ministre des Affaires étrangères, ont pris part à cette cérémonie. Valentin Roger Diallo et Tayeb Adjaouyakoui. En ce mois de Ramadan, chacun tente de se montrer solidaire à sa manière. Cette foire halal, première du genre, est l'initiative de la Fondation Halal. Elle est installée à l'entrée du Centre international de conférence de Bamako. Sur place, on y trouve tout le nécessaire pour permettre aux musulmans de passer un bon Ramadan. On a rassemblé tout ce qui concerne les appareils électroménagers, tout ce qui concerne les ustensiles de cuisine pour pouvoir boire la bouillie, préparer à manger et tout ça. On a rassemblé tout ce qui est denrées alimentaires, donc tout ce qui est lait, sucre, denrées de première nécessité, le mil, le maïs, etc., les denrées, les céréales. On a essayé de rassembler aussi tout ce qui était accessoires de prière, tels que les tapis de prière, les boubous de prière. C'est une initiative qui vise à aider nos compatriotes qui sont dans le besoin, nos compatriotes qui traversent des épreuves, nos compatriotes qui traversent un mois, et ce mois étant celui de la solidarité, celui de l'entraide. Le président du Haut Conseil islamique salue et encourage cette initiative. C'est la foire des talibés, c'est une occasion à ne pas rater. Durant cette foire, les prix sont abordables. C'est vraiment une bonne chose pour le Ramadan. Tout ceci contribue à soulager la souffrance des Maliens. La cérémonie de lancement de la foire halal a pris fin par une visite des stands des invités. Ramadan toujours, quelle est l'ambiance de la ville autour de l'achat des repas de rupture? Dans une atmosphère chaleureuse, les vendeurs et vendeuses proposent aux clients leur savoir-faire. Des beignets, des galettes et surtout la soupe aux tripes, entre autres, sont au menu. Aliou Abdoulaye Touré a fait un tour en ville. Suivons. Peu avant l'heure de la rupture du jeûne, dans une rue très animée du grand marché de Bamako, Fatoumata Ballo propose aux clients des plats variés. Un peu plus loin, Maïmouna Diop vend des beignets. En ce mois de Ramadan, Halima Sinayogo se frotte bien les mains avec la vente des galettes. Quant à Nene Diallo, elle s'est trouvée une occupation, la vente du kinkeliba chaud. Parce que
À quelques minutes de la rupture, la plupart des boutiques sont fermées et les rues quasiment vides. C'est pourquoi beaucoup de personnes ont fait le plein de provisions des vendeuses. Si la rupture les retrouve en route pour la maison. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme visite le local où sont logés les manuscrits de Tombouctou pour s'imprégner de leurs conditions de stockage. L'ONG Savama a déjà numérisé plus de 60% pour leur sécurisation. Koumba Sissé était de la visite. Environ 377 490 manuscrits ont été récupérés après la crise de 2012. Pour mieux les sécuriser, l'ONG Savama DCI, en partenariat avec le gouvernement du Mali, s'est lancé dans la numérisation de ces manuscrits. 60% sont déjà numérisés et la plupart de ceux-ci sont stockés à la Bibliothèque nationale pour leur sécurisation. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme s'est rendu sur place pour s'imprégner des conditions de stockage et de conservation. Je suis vraiment impressionné par la qualité du travail, par la qualité de la conservation de ces manuscrits. Et je saisis cette occasion pour dire mes plus vifs encouragements à Savama DCI, à son directeur exécutif, à l'ensemble du personnel. Et effectivement, il se pose un problème d'espace encore. Au niveau de mon département, nous allons mener la réflexion. Quelles autres mesures pourrions-nous prendre pour conserver de façon optimale et très sûre ces archives? Le président exécutif de l'ONG Savama DCI a remercié le gouvernement pour son soutien. Ça fait 30 ans que moi je travaille dans ce domaine et je suis toujours avec des bailleurs, avec des partenaires extérieurs. Si aujourd'hui, mon pays même, à travers le ministère de la Culture, nous prend en charge de cette mission lourde, vraiment, moi, je n'ai que de remercier encore le ministère. Ces richesses précieuses que possède le Mali méritent d'être sauvées et sécurisées dans de meilleures conditions pour la promotion du patrimoine culturel. Le taux de scolarisation des filles s'améliore dans le cercle de Blas. C'est le constat fait par la directrice du projet SCOFI Canada qui a effectué une visite dans la région de Ségou. SCOFI intervient dans 31 établissements scolaires du Cap de Blas. Fousséni Samake, compte rendu. À travers cette visite dans le centre d'animation pédagogique de Blas, les responsables du projet scolarisation des filles voulaient constater de visu l'impact du projet dans l'amélioration des conditions d'apprentissage des jeunes filles dans les établissements scolaires. Les réalisations de SCOFI concernent l'accès à l'eau potable, l'hygiène, l'assainissement, les sensibilisations sur l'égalité genre, entre autres. L'arrivée du projet SCOFI à Blas ici chez nous, vraiment a eu beaucoup d'impact en matière d'éducation à Blas ici. La réduction des barrières sexo-spécifiques aussi. Le projet est là pour minimiser ces barrières. Une chose, c'est de donner les équipements, mais l'autre chose aussi, c'est de voir tout ce qui s'est fait après, pour que dans 3 ans, lorsque le projet va se retirer, si nous revenons ici, qu'on s'assure que tout ce que nous avons fait comme activité d'accompagnement continue à fonctionner. Le sketch sur l'importance de la scolarisation des filles, les visites des blocs de latrines, les échanges avec les comités de gestion scolaire et les groupes d'adolescentes ont marqué cette journée au groupe scolaire de Blas. Je suis très impressionnée, d'abord par l'engagement de toutes les parties prenantes. Et je pense que la clé du résultat, c'est l'engagement dès le départ dans le processus de conception de ce projet et la pérennisation de ces structures pour la bonne gestion des infrastructures et le maintien des jeunes filles et des jeunes hommes pour plus longtemps à l'éducation. Cette initiative du projet SCOFI et ses partenaires WaterAid, CoWater, Amasbif et CCK intervient dans 31 écoles du Cap de Blas pour l'amélioration du taux d'accès, de maintien et de réussite des filles à l'école. À présent, allons à la découverte d'un jeune, un de nos compatriotes
Il est cuniculteur. Vous allez me demander c'est quoi un cuniculteur? Eh bien, alors en français facile, c'est un éleveur de lapins ou zonzani. Son nom, Sidi Mokhtar Moussa Ologem. Il a 23 ans. Il a un amour fou, un passionné des lapins. Et grâce à l'élevage de ces lapins, il parvient à subvenir à ses besoins tout en continuant d'étudier au niveau supérieur. Fousseni Tunkara et Djelimakan Diabaté sont allés à sa rencontre. Vraiment, j'ai un amour inconditionnel pour les lapins. L'élevage a toujours été ma passion. Cette passion amènera sûrement très loin le jeune Sidi Mokhtar Moussa Ologem si l'on se réfère à ses connaissances dans le domaine de la cuniculture. Par exemple, là, le lapin qui est là, ça c'est la femelle tête de lion. C'est un lapéro. Ça c'est le lapin tête de lion qui va là comme ça. Il n'a que 3 mois. Voilà. Et là, nous avons le lapin géant mâle géant des Flandres. Lui, il a 3 mois. Nous avons une lapine Iplis ici et puis un lapin Angora. Et là, nous avons un mâle papillon ici. Voici le lapin mâle papillon qui est là. Pour notre jeune cuniculteur de 23 ans, consultant en gestion de projets et business plan, l'élevage des lapins réussit à ceux qui mettent en priorité 2 aspects. Le loge des lapins et l'hygiène. Tant que les lapins ont un bon loge et qu'ils sont dans un endroit hygiénique, vraiment, cette dite personne peut réussir son élevage de lapins. Ces lapins-là se nourrissent de l'aliment caprin. L'aliment caprin, voici l'exemple ici. Côté soins de ces animaux, Sidi Mokhtar Moussa Ologem fait très souvent recours aux spécialistes pour les conforter dans ses analyses, car il est aussi imprégné des maladies qui peuvent atteindre les lapins. En cas de maladie, nous avons des vétérinaires qui sont là pour soigner nos lapins. En même temps, j'ai aussi étudié les différentes maladies des lapins pour connaître le traitement et les maladies fréquentes chez les lapins. Actuellement même, je suis en train d'écrire un livre sur ça. Voilà. Sidi Mokhtar Moussa Ologem, toujours sur le banc à la recherche d'un master 2 en transport et logistique, s'est fait épauler par sa mère qui ne voit aucun inconvénient dans cette activité. Ama balaga kalana ayaga kalanke ka licence ke marchons très bien bon ne be aka zunzanu tobi ale ba ka mara amara sogo ke na be sogo ke na firi atobi le me firi jeni be firi na be jeni ou bien na be sauter ne de ba ke ou bien ndemso ale tara école là. Ambitieux, le promoteur de Mali Zonza a même un bureau à domicile où il travaille avec son agent commercial, un ami avec qui il a fait l'école primaire et secondaire. Bon, au début, c'était pas facile, mais mon ami et moi avons décidé de sortir à peu près chaque week-end pour partir dans les chicha clubs, dans les endroits où les gens consomment beaucoup de produits, quoi. Donc aujourd'hui, alhamdoulilah, Kalimatou Shakir, voilà, nous ravitaillons beaucoup de restaurants par rapport à ça, quoi. Mais bon, nous espérons vraiment développer ce secteur. Pour elle et pour d'autres qui évoluent dans la cuniculture, l'équipe de Mali Zonzan lance un cri de cœur. Donc vraiment, on demande de l'aide au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage d'essayer de créer des centres de formation ici au Mali pour vraiment valoriser la cuniculture qui est l'élevage de lapins. Voilà. Et puis au Grand Moulin aussi, à la société Grand Moulin, vraiment de créer des aliments complets uniquement pour le lapin. Voilà, chacun sa passion et de quoi nous donner de l'appétit en ce mois de Ramadan. Le ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau remet à deux de ses services techniques un lot d'équipements de contrôle et de suivi dans le secteur minier. Ces équipements d'une valeur de plus de 250 millions de nos francs vont permettre au ministère, au moment de collecte, de contrôle, de gagner en efficacité. Modibo Mariko, c'est ce qu'il nous rapporte. Des photomètres pour mesurer la qualité de l'eau, des analyseurs portables pour évaluer les concentrations des métaux lourds dans les eaux, les sous-sols et les airs, des sonomètres, j'en oublie volontiers. Des équipements de dernière génération pour renforcer les capacités des services techniques du ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau dans leur mission de contrôle environnemental sur le terrain. Ces équipements vont nous permettre de contrôler ce qui est la quantité de poussière qui est dégagée, de contrôler la contamination au niveau des piézomètres et de contrôler en un mot tout ce qui est contamination environnementale. Quand nous allons faire des missions, c'est les mines qui nous donnent les mesures
Donc on n'avait pas les moyens de contrôle. Ces équipements vont nous permettre de contrôler tout ce que ces sociétés minières vont nous proposer comme des mesures. Et nous aussi, à notre tour, on va faire des comparaisons. D'un coût total de plus de 250 millions de francs CFA, ces équipements serviront au service technique du département des mines, de l'énergie et de l'eau pour collecter les données, par exemple sur la présence de métaux lourds et aux besoins alertés en cas de dépassement du seuil tolérable. Les équipements sont des équipements qui sont sollicités par la DNGM et par les deux structures depuis fort longtemps. Donc nous espérons qu'ils viennent ainsi combler un manque criard qui était là en la matière. Compte tenu des équipements que j'ai vus, les uns et les autres en feront un bon usage parce que c'est des équipements de service. Ils doivent être utilisés à bon escient pour permettre quand même d'atteindre les efficacités et l'efficience attendue. L'acquisition de ces matériels rentre dans le cadre du projet gouvernance du secteur des mines financé par la Banque mondiale. Et dans les jours à venir, les agents formés seront déployés pour des séances pratiques sur le terrain. Travail de pierre, casser des pierres, en faire du gravier, c'est le quotidien des femmes de la commune rurale de Médine, commune située à 15 km de Caille. L'activité est devenue leur gagne-pain. Grand format de ce journal signé Kansutu Kanouté depuis Caille. Depuis plus d'une dizaine d'années, s'est développée une activité d'exploitation de pierre dans la carrière de Felou, située à au moins 15 km de Caille, dans la commune rurale de Médine. La dite carrière est principalement dédiée à l'extraction des pierres et elle attire plusieurs femmes venant de Lontou, Bangassi et Mamoudouya. Tous les jours, sans complexe, elles sont une centaine sur le lieu à exercer cette activité de dur labeur. Grâce à ce travail, j'arrive à élever mes enfants et assurer leur scolarité. Nos jardins de légumes ont été détruits lors de la construction du barrage de Felou. Ne pouvant plus cultiver, nous nous sommes dirigés ici pour casser les pierres, les revendre pour avoir de quoi manger. C'est grâce à ce travail que j'arrive à m'occuper de mes enfants et petits-enfants. Nous ne gagnons pas grand-chose, mais le fait que nous arrivions à faire plaisir à nos enfants et petits-enfants nous réconforte. Depuis Barazi Damina, nos terres ont été utilisées pour en faire un canal. N'ayant plus de parcelles à cultiver, nous sommes venus ici pour casser les pierres afin de participer aux besoins de la famille. Ce sont ces grosses pierres que vous voyez qui sont cassées par ces femmes pour produire du gravier. C'est à l'aide d'un marteau qui pèse 10 kilos que ces pierres sont cassées par celles-ci. Après cet exercice très difficile, ces pierres sont transportées dans un seau jusqu'à la devanture de leur hangar où elles seront cassées en petits morceaux. Tu peux faire au moins 2 mois sans avoir un demi-chargement de gravier. Nous vendons ces graviers sans aucun bénéfice, mais ça nous permet de joindre les deux bouts. Si nous avions la possibilité de trouver un autre boulot, ce serait avec plaisir. Nous sommes plus d'une centaine de femmes à casser les pierres ici. Ce boulot n'est pas du tout facile. N'ayant pas d'autres alternatives, nous sommes obligés de faire ce boulot car nous devons faire face à certaines dépenses dans nos familles. Nous mettons les petites pierres d'un côté et les moyennes d'un autre côté. Nous pouvons faire 20 jours pour avoir un demi-chargement de gravier et 1 ou 2 mois pour avoir un chargement. Nous travaillons sous le soleil sans aucune protection de 7 heures jusqu'à 18 heures. Certaines parmi nous ont construit des hangars de fortune. D'autres travaillent sous le soleil ardent. La collecte du produit fini, qui n'est autre que le gravier, une besogne pour les femmes. Ce marteau est très lourd. Souvent, en voulant casser des pierres, nos doigts prennent des coups et ça fait très mal car on se blesse. Lorsque tu transportes les seaux remplis de pierres, ça fait mal à la poitrine, car c'est lourd. Le matin au réveil, tu as des courbatures. Mais que faire? Nous sommes obligés, il n'y a pas d'autre moyen. Nous n'avons point de repos. C'est la toux, la grippe qui nous fatigue
ainsi que les grains de gravier que nous recevons dans les yeux quand le vent souffle. Malgré ces conditions difficiles de travail, ces casseuses de pierre sont déterminées à continuer car selon elles, c'est une fierté de fournir un apport financier dans leurs foyers respectifs puisqu'ils suscitent pour elles beaucoup de respect, de considération et d'admiration de leurs maris, de leurs enfants et petits-enfants. Voilà bien de souvenirs de jeunesse. Nous vous le disions, 2 membres du gouvernement aujourd'hui à Moura pour apporter le soutien des autorités de la transition, mais également rassurer les populations que le gouvernement est à leur côté pour leur propre sécurité. À noter également que le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a offert d'importantes quantités de vivres, des nattes et couvertures et surtout une enveloppe symbolique. Le récit de nos envois spéciaux à Moura, Tamsir Diabaté et Aruna Diarra. Si cela fait 7 ans qu'aucune autorité n'avait mis pied à Moura, seulement 7 jours après un violent combat mené par les Faba contre le groupe terroriste de la Katiba Massina, que 2 membres du gouvernement accompagnés d'une forte délégation ont foulé le sol de Moura. Il s'agit au cours de cette visite de rassurer les populations, s'imprégner de leur état d'esprit et échanger sur leurs préoccupations. Justement, au cours des échanges dans le vestibule du chef de village de Moura, la joie de vivre en paix se faisait sentir sur les visages, qui d'ores et déjà suscitent le désir du changement sur le plan de développement. Ainsi, le maire s'est dit satisfait et rassuré de cette visite du gouvernement. Toute chose qui dénote de l'ambition des autorités de la transition à relever le défi de sécurité. Vraiment, je suis très content et au nom de la population, vraiment, je vous en félicite. Je vous en félicite beaucoup. Effectivement, nous avons beaucoup souffert, mais votre présence vraiment nous réconforte. Vraiment, je souhaite que vous retournez aussi dans les meilleures conditions. Réellement, nous sommes très, très reconnaissants. Très, très reconnaissants. Les membres du gouvernement ne sont pas venus à Moura les mains vides. Au nom du président de la transition, colonel Assimi Goïta. Tout d'abord, nous rendons grâce à Allah le Tout-Puissant qui nous a permis d'être à Moura ici après ces événements tragiques. Au nom du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta. Non seulement c'est pour notifier la plus haute considération que les autorités de la transition accordent à cette population qui a tant souffert par le terrorisme. Aujourd'hui, la population vivant dans le besoin humanitaire s'élève à peu près à 7 millions de personnes. Raison pour laquelle, en venant, le président nous a demandé d'amener les présents qui est composé de 15 tonnes de céréales, 500 couvertures, 500 nattes, 300 moustiquaires, plus une enveloppe symbolique d'1 500 000 francs CFA. Le ministre en charge de la réconciliation, colonel Ismaël Ouagé, a tenu à féliciter l'engagement et le professionnalisme des forces armées maliennes sur le théâtre des opérations, particulièrement celui de Moura qui constitue une illustration parfaite. L'État est aux côtés de la population de Moura et apporter un réconfort moral et matériel à la population de Moura à l'issue des événements. Cet acte est d'autant plus important que l'État est dans son rôle régalien de sécuriser les populations et les biens. Je tiens réellement à saluer l'efficacité et le travail abattu par les forces armées de défense et de sécurité dont la montée en puissance est réelle. Dans un passé récent, il était inimaginable que des opérations militaires avec de tels succès puissent se tenir dans les zones inondées comme Moura. Moura était considéré comme un endroit inaccessible, lointain et servant de refuge aux forces obscures. Ça a été une opération pleinement réussie et avec la montée en puissance, l'opération aéroterrestre a permis qu'une intervention efficace soit menée à Moura et c'est un message fort pour tous les terroristes, pour tous les djihadistes, pour tous les ennemis de la nation, de savoir que l'armée malienne
est aujourd'hui en mesure de porter le coup partout où il le faut sur le territoire national. Et l'autre aspect non moins important de cette visite, ce sont les allégations contre les femmes qui sont fortement démenties par les populations. En tout cas, les échanges qu'on a eus avec la population et leurs représentants n'ont fait mention d'aucune allégation ou tuerie des populations civiles. Donc à ce stade, tout ce qui est dit n'est qu'allégation. Les populations elles-mêmes, au regard de nos échanges, n'ont fait mention d'aucune tuerie ou autre à l'égard de eux-mêmes, population civile. La délégation ministérielle en quittant Moura laisse une population qui retrouve son vivre ensemble et qui se bat pour la cohésion sociale et pour un Mali où il fait bon vivre. Tout à fait, Tamsir Diabaté. D'autres aspects de cette visite de deux membres du gouvernement, du colonel-major Ismaël Ouagué et du ministre délégué Oumarou Diarra de l'action humanitaire à Moura dans nos prochaines éditions. Nous allons maintenant revenir sur cette grève qui suscite pas mal de commentaires. La grève de 72 heures décrétée par les pompistes des stations multinationales qui opèrent sur le sol malien. En cause de cette grève, son impact sur le quotidien des clients au cul des stations locales. Ousmane Diakité a voulu en savoir plus. Suivons. Les torchons semblent brûler depuis un certain temps entre les pompistes des stations multinationales et leurs employeurs, ce qui les a conduits à observer une grève de 72 heures pour non-satisfaction de leurs doléances. Aussi, ils accusent leurs employeurs d'exploitation de l'homme par homme. On a décrété une grève de 72 heures parce qu'il y avait une convention entre nous, les pompistes, et nos directions. Ils ont dit qu'ils allaient appliquer tous nos doléances à partir du 1er janvier 2021. Jusqu'à présent, on s'est patienté jusqu'à ce qu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à mettre en application. Donc on les a demandé et puis on les a fait des va-et-vient partout. Jusqu'à présent, rien n'a été appliqué. Nous les demandons tout simplement d'honorer leur engagement. Ces sociétés-là, ils nous donnent on ne gagne même pas de SMIC. 35 000, 25 000, 30 000. On gagne ça. Ces raisons font que rien ne va plus entre ces pompistes multinationaux et leurs administrations. Ils ne décolèrent pas et décrètent une grève illimitée dès cet instant. Le fait qu'il n'y a pas d'accord entre nous, l'illimité est commencée jusqu'à nouvel ordre. Il n'y a pas de travail, même pas de service minimum. Dans chaque station, on est en train d'envoyer nos éléments pour faire des piquets de sensibilisation. Ce que la loi même prévoit aussi. Dans les grèves, on doit faire des piquets de sensibilisation. Cette décision des pompistes qualifiée d'illégale par les employeurs est difficile à accepter par ces derniers. Ils s'en expliquent. Moi, en tant qu'employeur, je trouve que cette grève elle est illégale. Parce qu'en tant qu'employeur, je n'ai jamais reçu, comme je te dis, un avis s'adressant à moi en tant qu'employeur, donc à nous gérants en tant qu'employeur, pour dire que voici ce que nous réclamons et nous partons en grève parce que nous n'avons pas eu telle satisfaction. Au-delà de ça, la grève, c'est un droit. Mais quand tu vas en grève, on prend acte. Vous partez en grève. Mais il ne faudrait pas empêcher ceux qui veulent travailler. Autant tu as le droit d'aller à la grève, autant il y a les autres qui ne veulent pas observer le mot d'ordre de grève ont le droit de travailler. 3 jours de grève, mais les pertes sont énormes. Quand tu fais 3 jours, tu ne vends pas, n'est-ce pas? Avec le volume qu'on sait, c'est franchement un grand manque à gagner. Cette grève n'est pas sans conséquence car chacun d'entre nous consomme d'une manière ou d'une autre du carburant. Seulement à 3 jours de grève, l'impact est visible et certains doivent désormais faire face à de nouvelles dépenses. Je suis surpris, j'ai même pris mes 2 tickets, je voulais me ravitailler, on me dit qu'il n'y a pas de... Bon, je suis surpris, je vais être obligé. D'habitude je paie avec du carburant qu'on me donne au service. Bon, puisque je n'ai pas... je vais être obligé de débourser de l'argent pour payer. Donc c'est une dépense de plus pour moi. Pendant ce temps, les stations locales peuvent frotter les mains, comme en témoigne la file indienne devant certaines stations. Cette grève nous a permis d'augmenter le chiffre d'affaires, d'avoir plus de clients dans notre station. Ce qui prouve à suffisance que le malheur de certains fait le bonheur d'autres. De toute évidence, il urge de trouver un compromis entre les grévistes et leurs employeurs pour le bonheur des consommateurs.
l'actualité sportive de ce week-end, c'est avec Abdulkarim Kaba qui est avec moi sur ce plateau. Bonsoir Abdulkarim. Bonsoir à Touré, bonsoir à tout le monde. Et voilà, avec la cravate, une belle cravate tout de même bien nouée. En ce mois de Ramadan, nous allons parler du sport football Coupe du Mali. Les quarts de finale ont démarré cet après-midi. Les quarts de finale de la 61e édition de la Coupe du Mali ont débuté ce samedi à Bamako, ici au stade Mamadou, au stade Moribo Keïta, bien sûr. L'ASL de Bamako élimine la Somme par le minimum d'1-0. C'était au stade Moribo Keïta. Et de l'autre côté, à Ntominkorebugo, au stade Mamadou Konaté, Binga FC écarte de son chemin la Renaissance FC de Kenyeba. Score final 4-1. La suite est faite ce dimanche. À Bamako, ici, le Djoliba Athletic Club recevra l'AS Ban de Sikasso. Et à Koulikoro, le CS d'Ougolombla jouera contre le stade malien de Bamako. Le collectif pour la dissolution de la FEMAFOOT était devant la presse, pour qui connaît que ces temps-ci on parle beaucoup de cette FEMAFOOT. Tout à fait, et ce collectif pour la dissolution de la FEMAFOOT, CDF, a tenu ce samedi une conférence de presse à la Bourse de Travail. Ce collectif est revenu sur les éliminations des différentes catégories de l'équipe nationale et des clubs. Pour eux, le bilan était négatif. Pour plus de détails, suivons Yeri Bokoum, il est l'un des membres du collectif pour la dissolution de la FEMAFOOT. Nos équipes nationales ont subi un triste sort dans toutes les compétitions auxquelles elles ont pris part. Cadet, junior, espoir, chambre, senior F, senior A, tous éliminés. Club éliminé de façon prématurée de toutes les grandes compétitions CAF. Malgré toutes ces actions et moins, force est de constater une augmentation de budget, mais malheureusement avec un déficit. En se basant sur les rapports financiers entre l'exercice 2020-2021, nous constatons un déficit de 1,388,808 francs. Oui, hier, nous avons appris le décès de l'ancien capitaine des Aigles du Mali et du Djoliba Athletic Club, Cheikhna Traoré, communément appelé Colo National. Abdulkarim Kaba, vous nous en parlez. Oui, le football malien est en deuil. L'ancien capitaine des Aigles du Mali, Cheikhna Traoré, dit Colo National, est décédé ce vendredi. L'ancien international malien a été capitaine des Aigles du Mali au cours de sa carrière et de son club, le Djoliba Athletic Club. Qui était l'homme? C'est avec Djibril Traoré. Oui, Colo est parti à l'âge de 82 ans suite à une longue maladie. Ainsi, notre football perd un de ses vrais pionniers, un de ses dignes fils, qui a fait aussi partie des campagnes les plus relevées de l'histoire de notre football, le football malien. Brazza 65 et Yaoundé 72. Cheikhna Traoré du Colo National, agent de santé et de formation, a commencé sa carrière à Caille avant de rejoindre le Djoliba Athletic Club de Bamako au début des années 60. Il ne tarde pas à s'imposer chez les Rouges de Bamako et même en équipe nationale du Mali. Capitaine et du Djoliba Athletic Club et de l'équipe nationale, ce défenseur teigneux était tout simplement l'incarnation de la détermination, de la volonté, du courage et de l'engagement. Cheikhna Traoré était un homme très fidèle et très conciliant, dirigeant émérite. Après sa carrière de footballeur, Colo, qui a été au lendemain de Yaoundé 112 directeur du stade Omnisport Modibo Keïta, a aussi occupé le poste de vice-président de la Fédération malienne de football et de son club de toujours, le Djoliba Athletic Club. Homme d'affaires intelligent et pragmatique, coéquipier modèle, décoré par l'État malien à plusieurs reprises, Colo National s'en est allé pour de bon, tout comme la plupart de ses valeureux coéquipiers de Yaoundé 72 et de Brazza, parmi lesquels nous citerons Bakary Samake Bakaridjan, Doudou Diakité, Bakoroba Touré Bako, Ousmane Traoré, Idrissa Touré Nani, Bassirou Diamontene, Sekou Sangaré et j'en passe volontiers. Repose en paix, grand défenseur, tu auras tout donné à ton pays que tu as tant aimé. Dit Colo National auront lieu ce dimanche sur le terrain de la commune 3 à partir de 16h. Voilà,
Nous prions qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accueille dans son paradis éternel. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Reste à souhaiter excellente nuit à nos téléspectateurs de Genève en Suisse et à Ferney-Voltaire, c'est à la frontière franco-suisse. Le RTM est suivi également à cette frontière. Merci, au revoir.